Longtemps reléguée au second plan, la transition démographique s'impose aujourd'hui comme une brique transversale des politiques publiques, au même titre que les transitions climatiques et numériques. Partout en Europe, le constat est sans appel. Baisse de la natalité, vieillissement accéléré de la population et des dynamiques territoriales contrastées qui risquent de creuser les inégalités entre les territoires. Pourtant, la Bretagne reste une région dynamique marquée par un esprit de coopération historique, un secteur agroalimentaire structurant et une volonté forte de cohésion territoriale. Comme partout, il y a moins de naissances, cependant la croissance démographique se poursuit grâce au solde migratoire. Mais jusqu'à quand ? Les projections de l'INSEE sont claires. D'ici 2050, l'Ille-et-Vilaine, Brest et le littoral morbihanais continueront d'attirer des habitants, tandis que des zones comme le sud-ouest finistérien ou le centre-Bretagne feront face à un vieillissement marqué, voire à une perte de population. Ces évolutions interrogent le modèle breton, fondé sur l'équilibre entre les territoires et la solidarité intergénérationnelle. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie. Nous vous proposons la synthèse d'une université territoriale organisée par l'Institut à la demande de la région Bretagne sur la transition démographique en Bretagne, quels défis et leviers pour l'action publique. Dans un contexte de contraintes budgétaires accrues pour les collectivités, comment la Bretagne peut-elle anticiper ces bouleversements ? Comment repenser l'aménagement du territoire, les services publics, l'attractivité économique ou encore les mobilités pour éviter un décrochage entre les zones dynamiques et celles qui le sont moins ? Comment garantir une offre de formation équitable et adapter les services de santé et d'accompagnement à une population vieillissante ? En réunissant des élus, des chercheurs et des acteurs socio-économiques, l'objectif de cette université territoriale était de comprendre les enjeux, d'analyser les impacts sur les politiques publiques et surtout d'identifier des pistes d'action concrètes pour construire une Bretagne solidaire, attractive et résiliente face à ces défis. Olivier David, vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge de la vie étudiante, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est à l'initiative de cette université territoriale, très attendue par la région Bretagne. La transition démographique pose plusieurs défis. Ce qui est le plus visible nous concernant, c'est une modification sensible de la structure par âge, avec ce processus de vieillissement de la population, qui bien évidemment pose des enjeux sur les services dont aura besoin. Alors on utilise plein de termes différents, les seniors, les aînés, les personnes âgées, l'encadrement sanitaire, l'encadrement social, les enjeux de maintien à domicile. Ça, c'est des éléments extrêmement concrets qui ne sont pas directement au cœur des politiques de la région, mais qui vont avoir des impacts dans les territoires. On a une autre évolution qui est importante, c'est la dégradation du rapport actif-inactif. Donc là, l'enjeu, c'est pour maintenir un développement économique sur un territoire comme le nôtre, pour avoir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des acteurs socio-économiques, comment on agit pour essayer de faire en sorte que ce rapport actif-inactif se dégrade le moins possible et qu'on ait la possibilité de développer notre territoire. Donc là, il y a des enjeux de logement, parce que pour faire venir les actifs, il faut aussi permettre aux actifs de se loger. Il y a des enjeux de mobilité, parce que effectivement, pour faire venir les gens et aussi les installer dans un territoire en lien avec les lieux d'emploi, il faut accompagner ces mobilités du quotidien. Puis il y a un troisième enjeu, quand on regarde le détail, c'est aussi les équilibres territoriaux internes à la région. Parce que tous les secteurs ne vont pas vieillir de la même façon, tous les secteurs ne vont pas avoir cette même dégradation du ratio actif-inactif. Donc comment on gère ça aussi, puisqu'on a bien vu les déséquilibres entre, on va dire, l'est de la région Bretagne, polarisé par la métropole rennaise, et l'ouest avec des dynamiques complètement différentes qu'il va falloir anticiper aussi pour garantir les équilibres. Avec un taux de fécondité d'1,6 enfants par femme en moyenne, la France reste en tête des naissances en Europe, même si depuis 10 ans, la courbe de natalité est en baisse. Philippe Cordazo, professeur de démographie à l'Université de Strasbourg et spécialiste de la cartographie et des projections démographiques, souligne toutefois que le vieillissement de la population française reste moindre par rapport à la majorité des pays européens. Pendant très longtemps, jusqu'à il y a 2 ans à peu près, c'est là où on s'en bascule, il y a une fécondité qui est restée relativement élevée entre guillemets pour l'Europe, avec 1,8-2 enfants par femme. D'ailleurs, puisque ce qui nous intéresse c'est le renouvellement de la population, si on regarde l'indicateur de renouvellement au niveau de la fécondité qui est la descendance finale, les dernières générations de femmes qui ont terminé leur vie féconde, donc nées en 1970-1974, ont eu
en moyenne 2,04 enfants. Donc ça assure quasiment le renouvellement de la population. La vraie question, c'est est-ce que leurs enfants, leurs filles vont avoir autant d'enfants qu'elles ? C'est ça la question. Il y a autre chose à dire. Au-delà de ce niveau, c'est que pendant longtemps en France, on avait une infécondité relativement faible, autour de 13% des femmes qui n'avaient pas d'enfants, et la proportion de femmes qui avaient 3 enfants ou plus élevée que la moyenne. Aujourd'hui, il semble que la proportion de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui n'en voudront pas va augmenter et la proportion de femmes qui voudront avoir 3 enfants ou plus va diminuer. Jean Olivreau est géographe à l'université de Rennes 2 et président du think tank Bretagne Prospective. Un chercheur convaincu que la croissance démographique n'est pas forcément la panacée. C'est vrai qu'on a beaucoup associé dans notre société croissance démographique avec progrès des territoires. Et en fait, une commune qui gagne des habitants, c'est forcément bénéfique et voilà. Sauf que non, ce n'est pas parce que Mexico a 30 millions d'habitants que les gens ils sont plus heureux ou que parce qu'on a des très très fortes densités que ça se passe mieux. Au contraire, même parfois on peut avoir des pressions sur les ressources, on peut avoir des déséquilibres climatiques, en plus avec le contexte actuel renforcé, des prélèvements de ressources pour l'eau, pour les ressources vitales qui posent problème. Donc ce n'est pas une question d'être plus ou moins nombreux. La question fondamentale est celle du projet de société, du choix de société, de l'équilibre que nous, nos voisins, que le peuple local a avec le lieu, avec la ressource dans laquelle il vit. Et c'est aujourd'hui un changement total de vision. On a quand même des décideurs centraux qui commencent à nous parler de réarmement démographique. Alors, on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, XVIIe siècle, avec Baudin, par exemple, qui évoquait l'importance d'être nombreux pour la conquête des territoires, enfin, des visions assez militaires. Mais il faut bien comprendre qu'en amont aussi, il y a eu, par exemple, la défaite de 1870, qui a joué un rôle tout à fait important pour avoir un réarmement démographique, pour mieux écraser les Allemands. Et puis après, pour l'Alsace-Lorraine, ça a été la même chose. Donc, c'est une vision presque militaire, en fait, de cette notion démographique qui s'oppose à la réalité de l'équilibre de l'aménagement et du fait impératif qu'il nous faut privilégier la nature et l'équilibre de vie que l'on a avec le milieu géographique. Et ça, en fait, on l'oublie avec ces visions d'envisager la démographie telle une performance. La transition démographique implique de redéfinir le modèle social pour s'adapter au nouveau paysage des régions où actifs et inactifs sont appelés à vivre ensemble en sortant des préjugés selon lesquels le dynamisme d'un village rime forcément avec la jeunesse, insiste Philippe Cordazo. Comment, avec des transitions différentes et donc un rapport personnes plus jeunes, plus âgées différent et actifs, on maintient le lien social. Pendant longtemps, il y avait ce qu'on appelait la famille souche, où on était 3-4 générations ensemble. Mais peut-être que le modèle, c'est ça, mais pas dans le même logement, mais dans un même village, dans la même partie de village, et où on s'entraide, puisque chacun peut apporter à l'autre. Ce n'est pas nécessairement les plus jeunes qui vont aider les personnes les plus âgées, mais au contraire, les personnes plus âgées qui vont pouvoir aider les jeunes. Les actifs, en aidant à la garde d'enfants, ou d'autres activités dynamiques. Aujourd'hui, les personnes de 70-79 ans ont des conditions de vie et de santé qui sont celles d'il y a plusieurs années, des 60 ans, 69 ans. Donc on n'est plus, entre guillemets, vieillissant ou en condition de vie de la même manière aujourd'hui qu'avant à âge égal. Donc il y a vraiment, effectivement, au niveau de la dynamique, des personnes qui arrivent à 65 ans plus, qui sont en bonne santé, qui donc peuvent, dans le tissu local, économique, associatif, participer à la dynamique. On sait que justement, c'est ces personnes principalement qui vont maintenir, d'un point de vue souvent bénévole, s'ils n'étaient pas investis avant, un grand nombre d'associations culturelles, sportives, sociales, etc., et qui vont assurer la dynamique territoriale. Voire, on va voir un certain nombre de ces personnes qui, une fois la retraite, vont finalement reprendre restaurateurs, cuisiniers, parce que dans un territoire local, dans un territoire qu'on va qualifier de rural ou autre, il y avait un besoin, et puis on a encore la santé ou autre, on revient, on est aidé, accompagné. C'est un projet local, il y a une dynamique, puis on continue à retravailler un peu. Pour le vice-président de la région, le modèle breton pourrait être un exemple à suivre pour faire face à la transition démographique, à condition toutefois que les régions aient réellement les moyens de leurs ambitions. Olivier David. Le modèle breton, c'est, pour moi, en tant qu'élu politique et vice-président d'une collectivité, ce qui le caractérise principalement, c'est la capacité des collectivités à travailler ensemble, indépendamment
de leurs divergences politiques, puisqu'il y en a, c'est normal, comme partout ailleurs en France. C'est d'essayer de penser de manière intelligente la coopération entre les différents niveaux de collectivité, les différentes strates, et de penser sans doute les coopérations et les solidarités territoriales. C'est pas un hasard si la région Bretagne a été la première en France à être totalement couverte d'intercommunalité. Je pense que c'est quelque chose qui veut dire très concrètement la capacité qu'ont les élus à travailler ensemble sur des objets et des compétences qu'ils se donnent ensemble. Donc je pense que ce modèle-là, à mon avis, c'est l'avenir de la vie politique en France et notamment de la capacité des collectivités à exercer leurs responsabilités, sous réserve bien évidemment qu'il y ait un contexte de décentralisation favorable à cela. On est dans un pays, on le sait très bien, où l'État est très puissant, avec un jacobinisme quand même qui est très exacerbé. Il va falloir prendre en compte à un moment donné que les élus des territoires sont sans doute les mieux placés pour prendre les décisions pour leur territoire. Et que tout penser de bureau ministériel, qui pour des raisons évidentes liées à la superficie du territoire français, ne peuvent pas avoir la subtilité de chacun des territoires. Ça me semble important pour nous. Ça nous mettra, nous aussi, élus des collectivités, dans une position plus responsable vis-à-vis des citoyens que nous représentons et sans doute d'être plus proche de l'intérêt général et de ce qu'attendent les personnes qui ont voté pour nous. Et ça, c'est très important parce que je pense que les politiques descendantes, elles ont vécu. Ce qui ne veut pas dire que l'État n'apporte pas un cadre, n'apporte pas non plus des conditions de sécurité pour faire en sorte que, effectivement, ça ne vienne pas accentuer les inégalités d'une région à l'autre. Il y a quand même des niveaux de péréquation à penser au niveau national, mais laissons aux élus le choix de décider ce qui est bon pour leur territoire, je pense, sans a priori sur leurs décisions. Et puis il y aura un deuxième élément aussi à la décentralisation qui me semble important, c'est que celui qui décide paye. Là, aujourd'hui, on en est parfois victime de décisions qui sont prises au niveau national et que les collectivités doivent supporter. Donc ça aussi, c'est un petit peu énervant de ne pas avoir une suffisante responsabilité dans les compétences qu'on développe et en plus de devoir payer les décisions qui ne sont pas les nôtres. Une décentralisation qu'appelle aussi de ses vœux la maire de Paimpol, Fanny Chappé. Il y a une distorsion, je dirais, entre certaines politiques nationales et nos besoins. Il y a un mot que j'utilise beaucoup en ce moment, qui est plus qu'un concept et qui pour moi doit être un projet, c'est la décentralisation. Aujourd'hui, nous avons des politiques nationales qui sont menées au niveau de la santé qui ne correspondent pas à nos besoins. Je pense par exemple à l'installation des médecins. Nous aurions besoin, nous, d'avoir un accompagnement pour avoir davantage de médecins sur des territoires qui sont tendus. Et la politique du logement est la même. Et nous n'avons pas la déclinaison souhaitée pour avoir des outils en main, nous les maires, pour pouvoir mener les politiques de logement que l'on souhaiterait. Et donc on a effectivement plusieurs politiques nationales qui ne sont pas personnalisées par rapport à nos besoins de territoire. Maître de conférences en géographie à l'université de Rennes 2, Solène Gaudin est une spécialiste des questions de logement et de renouvellement urbain. Elle confirme que la transition démographique crée de grandes disparités et rappelle que la question du logement est centrale pour pouvoir y faire face dans un contexte de précarité qui augmente dans les territoires. Derrière les discours sur l'attractivité territoriale, d'essayer de faire venir des couples d'actifs ou de favoriser leur installation dans des territoires, on retrouve une autre réalité qui est celui aussi d'une précarité qui s'ancre de manière importante dans les territoires et particulièrement dans certains types de logements. Le logement locatif social, par exemple, voit son taux d'évolution et de pauvreté particulièrement dégradé, puisqu'on retrouve aujourd'hui 60% des ménages qui vivent dans des logements sociaux qui sont en situation de pauvreté, et ces statistiques ne font que s'accroître année après année. Et puis on retrouve aussi une part majoritaire des ménages vivant sous le seuil de pauvreté qui va trouver des conditions de logement dans le parc privé, dans des conditions qui peuvent être particulièrement dégradées. On retrouve à l'échelle de la Bretagne une évolution du parc de logements potentiellement indignes qui ne diminue pas, voire qui augmente dans certains territoires, et ça c'est directement lié à la crise du logement qui conduit certains ménages à des solutions résidentielles de mauvaise qualité en l'absence de possibilité d'avoir accès à un logement du parc social ou à un logement abordable dans de bonnes conditions. Construire peut être la solution, et même sur des territoires qui sont en faible croissance, parce que le phénomène de décohabitation conduit à des besoins qui sont supérieurs à ceux qui sont liés à l'évolution démographique, puisqu'aujourd'hui on a 2/3 des ménages qui est composé de 2 personnes ou moins, donc on a besoin de petits logements et on a aussi besoin de logements qui sont des logements locatifs. La Bretagne en manque, les territoires ruraux en manquent encore plus, donc il faut favoriser ce type de logement. Il faut surtout penser du logement abordable, parce qu'aujourd'hui la crise du logement, c'est une crise du logement cher avant tout, puisque la Bretagne a construit des logements. Elle a construit majoritairement ces dernières années des logements pavillonnaires. Plus de 60% des nouvelles
construction des 10 dernières années, ce sont des maisons individuelles et ce sont aussi pour 65% du parc des logements qui vont être des logements à titre de propriété et non pas effectivement du locatif qui reste sans doute sous-doté à l'échelle de la région et sur lequel il faudrait agir. Avec 33 habitants au kilomètre carré, le centre-ouest Bretagne a la densité la plus faible de la région. Dominique Cogent, le maire de Plévin, une petite commune de 700 habitants, insiste sur l'importance de développer la mobilité pour sortir de l'isolement et permettre à l'ensemble de la population de se projeter dans les territoires. C'est essentiel de développer la mobilité parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les coûts ont fortement flambé. Je vais prendre l'exemple de la voiture. La voiture, malgré tout, qui reste le dispositif pour se déplacer incontournable sur notre territoire. Mais quand on voit qu'entre 2018 et 2024, le prix d'une voiture moyenne a augmenté de 10 000 euros. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des habitants de nos territoires qui ont du mal à avoir des véhicules à un prix, on va dire, raisonnable. Et puis chez les jeunes aussi, les jeunes qui vont devenir actifs aussi, il y a la problématique du permis. Il y a beaucoup qui ne sont pas en mesure de se payer le permis, d'ensuite d'acheter un véhicule. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des solutions pour pallier cette problématique. Et ça passe à la fois par les institutionnels, tels que les EPCI, mais aussi par les associatifs. Parce que je parlais d'une association avec qui on travaille depuis maintenant 5 ans, l'association WeMove, qui intervient sur la mobilité inclusive sur nos territoires et qui trouve des solutions de mobilité à 85%, je dirais. C'est souvent aussi des aides, par exemple, pour passer le permis et pour l'achat d'un véhicule. Il y a un tas de possibilités qu'ils ont pour essayer de mettre de nouveau sur la route les personnes qui ont des difficultés. Pour la première région agricole et agroalimentaire française, la filière alimentaire bretonne nourrit un Français sur 3, les enjeux de mobilité et de logement sont cruciaux, en particulier en période estivale, quand la saison des récoltes et la saison touristique se croisent, générant des tensions, notamment sur les zones côtières. Rémi Cristoforetti, président de l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, est venu parler des leviers à activer pour permettre aux entreprises bretonnes de se développer. Le premier défi pour nous, c'est vraiment le défi aujourd'hui d'accompagnement de cet enjeu démographique et de recrutement des salariés dans un moment où se conjugue une vraie signature bretonne avec un enjeu démographique particulier qu'on voit avec une croissance de la population dans des zones qui est plutôt le triangle fertile de Saint-Malo à Lorient en passant par Rennes et une zone ouest qui est en décroissance de population, mais avec en plus une décroissance totale de la population active sur l'ensemble du territoire qui est vraiment très marquée. Et ceci à un moment où nous, dans le même temps, on a un enjeu de transformation au niveau de nos métiers et des fondamentaux de nos métiers, c'est-à-dire tout ce qui va être les accès à l'énergie, nos empreintes environnementales, l'adaptation au changement climatique. Donc il faut qu'on trouve des compétences nouvelles, il faut qu'on crée des métiers nouveaux, il faut qu'on développe des savoirs nouveaux et tout ceci dans un mode assez difficile de tension et de création parce que l'autre singularité de l'activité agroalimentaire, c'est vraiment la couverture du territoire et le fait que notre industrie est extrêmement capillaire. On a déjà une tension pour trouver du logement avec des salariés qui ont tendance à vivre de plus en plus loin par moment des entreprises. En plus avec ce raisonnement où nos entreprises sont parfois aussi sur les ports et donc avec une vraie difficulté parce que la zone littorale est particulièrement prisée et elle est en très forte tension d'un point de vue démographique. Si le solde migratoire permet toujours à la Bretagne de maintenir une croissance démographique positive, le constat est là. Ici comme ailleurs, la population vieillit. En témoigne la baisse des effectifs scolaires. La région perd 1300 élèves chaque année. Ce constat implique de revoir le modèle éducatif, comme l'explique Hélène Incel, rectrice de la région académique de Bretagne et de l'Académie de Rennes. Face à ce défi démographique, réfléchir à l'école avec un grand E est particulièrement intéressant. Et il est nécessaire que nous travaillions avec les élus des territoires, avec tous les partenaires des territoires, pour réfléchir à un maillage territorial en anticipant les choses, pour ne pas subir. On parle beaucoup, vous savez, dans le premier degré de la carte scolaire qui a lieu tous les ans. Eh bien, aujourd'hui, ce défi, il se pose à tous les niveaux de l'enseignement et on ne veut pas avoir à le gérer tous les ans de manière comptable, en comptant le nombre d'élèves, en supprimant des classes ici ou là. Donc l'idée, c'est bien d'anticiper, de choisir les territoires qu'on doit soutenir parce que, pour des raisons évidentes d'équité territoriale, mais surtout d'équité pour les parcours des élèves, il est absolument indispensable qu'on puisse avoir une offre scolaire de qualité dans tous les territoires. Ce défi est passionnant parce qu'il nous invite également à repenser peut-être la forme scolaire, à innover, à penser les choses autrement.
On peut imaginer des rapprochements école, collège, lycée. Une des difficultés, indépendamment de la démographie de l'école, c'est de penser le parcours de l'élève. Et je pense que ça peut paraître pour des mauvaises raisons qu'on repense des regroupements. En fait, ça aura des conséquences très très positives sur le parcours des élèves. Donc imaginons qu'on ait la possibilité d'accueillir des cours moyens en collège. On est toujours en train de se dire il y a un problème de transition école-collège. La transition, elle sera plus douce et le travail collectif des enseignants est plus pertinent. Pareil pour les collèges, lycées. Après, on va probablement pouvoir aussi jouer sur l'attractivité des territoires tels que les élus la construisent et les forces économiques, le monde économique, pour adapter l'école à la signature d'un territoire. C'est pour ça que ce partenariat, à la fois avec les élus, mais aussi avec le monde économique, est extrêmement important et en anticipation pour que, à la fois en termes de carte de formation, en termes d'affichage de ce qu'est sur un territoire l'école, que ça soit au plus près de la vision territoriale partagée par les collectivités et le monde économique. L'université territoriale est également un lieu d'échange avec des représentants d'autres régions. Laurence Roued, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge du développement, de l'équité des territoires et des contractualisations, est venue partager les initiatives menées dans sa région pour faire face à la transition démographique, notamment par rapport à la baisse du nombre d'élèves. Nous, région Nouvelle-Aquitaine, on se réinvente pour faire face à la question des transitions de façon générale. Transition démographique, transition environnementale, transition énergétique, transition agroécologique. Donc on s'est doté d'une feuille de route que l'on appelle Néoterra et qui est une feuille de route à travers laquelle on a décidé de faire muter l'ensemble de nos politiques régionales dans ce sujet des transitions qui compte la question des transitions démographiques et du vieillissement de la population. Et le deuxième sujet pour nous, c'est de faire partager cette connaissance et cette prise de conscience aux collectivités infra-régionales. Et donc, en effet, de dire, écoutez, dans la Creuse, à Felletin, il y a un lycée qui était en perte de tout, d'attractivité, de formation, de lycéens, d'intérêt. On y investit 40 millions d'euros. Ça peut paraître dingue de se dire on va investir 40 millions d'euros dans un lycée perdu au fin fond de la Creuse et on va en faire, nous, un campus talent et territoire de Nouvelle-Aquitaine, qui est un label que l'on a créé, que l'on a imposé à l'éducation nationale. C'est quelque chose qui n'existait pas, qui n'est pas dans les textes. Et donc on se saisit de notre capacité d'expérimentation au niveau de la région. Et ça va être le lycée et le centre de formation des métiers du bâtiment du futur. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on n'aurait pas fait si on ne s'était pas réinventé, parce qu'au contraire, on se serait dit, on va fermer ce bâtiment parce que c'est pas là qu'il y a de l'avenir. Non, nous, on cherche à redonner de l'avenir dans des territoires où on imagine les choses différemment. Dans la Creuse, on est en perte d'habitants et c'est pas en ouvrant des droits à construire en Creuse que tout d'un coup, on va recréer de l'attractivité démographique ou qu'on va renverser la vapeur. En revanche, si on montre que ce sont des territoires qui ont un dynamisme, une capacité, si on révèle le potentiel déjà existant de ces territoires, dans ce cas-là, ça va devenir plus intéressant et on fait un pari sur l'avenir. Pour la maire de Paimpol, il est essentiel de favoriser la solidarité entre les différents territoires pour leur permettre de faire face ensemble à la transition démographique. Fanny Chappé. Chaque territoire doit être capable de dire quelles sont ses fragilités, mais aussi quelles sont ses forces. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tous les mêmes besoins. Moi, je donne l'exemple de Paimpol. Par exemple, nous n'avons pas besoin de davantage de politique autour du tourisme, puisque nous avons un développement touristique puissant. En revanche, je peux comprendre que, par exemple, le sud de Guingamp, Paimpol agglomération, par exemple Calac, ait besoin d'avoir une attention particulière pour des flux touristiques. En revanche, je dis qu'à Paimpol, nous avons besoin d'une attention particulière sur le logement, puisque nous sommes en zone tendue et que nous avons besoin de logements abordables, ce qui n'est peut-être pas forcément le même besoin sur une autre partie du territoire. Donc si on est capable de se dire mon portrait de territoire, il est celui-là, mes fragilités, mes forces sont celui-là, peut-être qu'on pourrait concentrer nos politiques par territoire dans un souci de solidarité et d'alliance. François Bost, professeur de géographie économique et industrielle à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, est venu conclure la première journée de cette université territoriale. Un grand témoin convaincu qu'il faut absolument remettre au centre des débats le changement climatique, qui pèse et pèsera lourdement dans les années à venir sur la transition démographique, avec l'arrivée de nombreux réfugiés climatiques. François Bost. La Bretagne fait partie de l'arc atlantique. C'est tout un ensemble de régions qui bénéficient d'aménités, c'est-à-dire d'une attractivité qui est très liée à la proximité du littoral, à la proximité de la mer. Quoi qu'on dise, c'est un aimant
Et on voit que depuis maintenant plusieurs décennies, il y a bien un glissement qui s'opère au profit des littoraux et la Bretagne en profite. Et on n'en parle pas assez parce que peut-être qu'on n'a pas pris suffisamment la mesure, parce que ça fait que quelques années que l'on assiste à cette baisse possible de la population française, ce déclin démographique, mais je suis convaincu, ça fait partie des signaux faibles, que dans quelques années, ça sera un vrai problème, qu'il y aura des frictions entre régions si on débauche trop des gens. Mais alors, d'un autre côté, la question, ça sera que va faire par exemple la Bretagne si elle n'arrive plus à attirer suffisamment de personnes pour assumer ce renouvellement. Et là se posera la question de l'ouverture des frontières. Mais elle se pose déjà. On a parlé des réfugiés climatiques. Dans l'Europe du Sud, je sais qu'il y a des régions qui, d'ici à 2050, vont profondément changer. Le sud de l'Espagne, c'est une région qui sera classée aride. Ça paraît étrange de savoir qu'en Europe du Sud, on aura des réfugiés climatiques. Quand on voit la masse de personnes qui sera concernée, je crois que l'on minore la question du changement climatique. Et j'ai envie de dire que toute question aujourd'hui doit être examinée en fonction du changement climatique. Vieillissement de la population, déséquilibres territoriaux, tensions sur le logement, la mobilité, l'emploi ou encore l'éducation, les défis posés par la transition démographique sont nombreux. Pour y faire face, les politiques territoriales doivent être prêtes à se réinventer et à coopérer pour construire des réponses adaptées à chaque territoire. Anticiper plutôt que subir, penser l'équilibre plutôt que la compétition, articuler les politiques publiques autour des transitions démographiques, sociales et climatiques, c'est tout l'enjeu pour garantir une Bretagne solidaire, attractive et durable et faire en sorte que la transition démographique ne soit pas seulement un défi, mais aussi l'occasion de réinventer nos façons d'habiter, de travailler, d'apprendre et de faire société. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!